Chers amis, Boker Tov, quel plaisir de vous retrouver sur Radio Futé, comme à l'accoutumée. Je sais que le dimanche, eh bien, vous êtes nombreuses et nombreux à travers plusieurs pays de la planète à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ben, à vrai dire, ça fait un peu de peine, hein. J'ai l'impression qu'il y a plus d'audience maintenant sur les réseaux sociaux que sur la radio, mais bon, c'est normal, c'est le vivier, il se trouve là. En tout cas, merci voilà, de nous faire toujours des petits coucous, de nous donner votre position géographique. On est tellement contents voilà, de voir en tout cas où vous vous trouvez à travers la planète. Nous sommes Baruch Hashem, aujourd'hui encore une fois bien entourés, car nous avons eh bien, l'invité de notre Greg Mimouni, dont la réputation n'est plus à faire. Je parle bien sûr eh bien, de la société Mashkanta, qui vous permet d'acquérir un bien en Eretz Israël du mieux possible, de la façon en tout cas la plus propre et surtout la plus faisable. Bonjour cher Greg. Boker Tov, Shavua Tov. Comment ça va? Écoute très bien, on va faire comme à l'accoutumée. Avant de commencer cette émission, on va souhaiter une fois Shlema à ma maman, en espérant que tout rende vie tout aller au mieux possible, le plus vite possible. Amen, amen. Elle nous écoute, je crois, non? Ça dépend. Parfois, hein, ou en replay. Très bien. On lui souhaite également, on la salue bien bas et vraiment un prompt rétablissement. Tu es toujours bien accompagné. Ils sont triés sur le volet et en l'occurrence, pareil pour lui, sa réputation n'est plus à faire. C'est un avocat de renom sur la place de Ranana et j'ai envie de dire vraiment tout azimut ici en Eretz Israël. C'est monsieur Ariel Tolub, c'est bien ça? Exactement, je t'ai toujours dit que moi j'ai besoin de travailler qu'avec des gens avec qui je peux jouer au tennis, au foot ou prendre un café. Ariel en fait partie, et en plus de tout ça, il fait partie d'un cabinet, son cabinet de professionnels, et donc c'est très facile pour moi et très agréable de travailler avec ce genre de profil, des gens qui connaissent très très bien leur métier. Donc voilà, cette semaine on a Ariel Tolu qui est venu nous faire l'honneur de nous suivre dans l'émission, voilà, afin que tout le monde le connaisse un peu plus. Bonjour, soyez le bienvenu, cher maître Ariel Tolub. C'est la première fois sur Radio Futé, mais pas la première fois sur des plateaux de télévision, on m'a dit, c'est vrai? C'est à moitié vrai. Bonjour à tous aussi, merci pour tous ces compliments qui ne me reviennent pas forcément de droit, mais je prends tout ce qui est à prendre et je retourne les compliments notamment à Greg, c'est très agréable de travailler avec lui. Voilà, je souhaite de mon côté, j'en profite d'être à l'antenne pour souhaiter qu'on continue à voir les pluies en Israël, mais de manière mesurée sans que ça fasse les dégâts qu'on a connus ce week-end. Exactement, et surtout cette fameuse tragédie dans l'ascenseur. Ça fait froid dans le dos quand on découvre de telles informations Motzei Shabbat. Voilà, soyez prudents, c'est fou, des fois le destin des gens, on se demande pourquoi et comment cela est-il réellement possible, maître? Tout à fait, c'est malheureux. Je crois que la mesure qu'il y a à prendre, c'est dans de telles situations, notamment envers les jeunes, leur transmettre de ne pas prendre les ascenseurs dès qu'il y a de la pluie de manière un petit peu trop conséquente. Voilà, ça peut éviter des dégâts. Et malheureusement, on n'a pas toujours des infrastructures en Israël pour ce genre de situation. Et j'ai envie de rajouter surtout, soyez humains. Quand vous entendez quelqu'un taper à la porte d'une manière insistante de l'ascenseur, réagissez. Faites attention peut-être à votre quotidien. Je vais rater une partie du film où, je sais pas, j'ai des tâches ménagères et puis bon, j'aurai le temps de répondre si ça continue. C'est des fois, malheureusement, on sait, c'est quelques secondes qui sauvent des vies. Dans le cas spécifique, ils l'ont entendu, ils ont essayé de les sauver, ils n'ont pas pu les sauver. Oui, on a entendu même d'autres informations comme quoi, apparemment, il y aurait des voisins qui n'auraient pas réagi non plus. Oui, mais bon, c'est impossible. C'est rare, Ken. Mais c'est vrai que c'était impossible d'ouvrir. Je veux dire, tout l'étage, le minus est moins 1, hein, effectivement, était déjà vraiment, on va dire, inondé. Voilà, il n'y avait pas d'accès, c'était pas possible. Voilà, bref, en tout cas, c'est vrai qu'on est mêlé toujours à l'actualité, même si c'est pas le sujet, en tout cas, de l'invité. Mais tout à l'heure, le disait Greg, dès qu'il vous a présenté, qu'il aime bien inviter des personnages avec qui il peut prendre un café, jouer au tennis, etc. Vous, en l'occurrence, c'est pas le tennis, non, si je ne m'abuse. C'est plutôt, j'ai envie de dire, vu votre région d'appartenance, qui est la ville de Toulouse, ce qu'on dit la ville rose, pour ceux qui ont connu le député maire Dominique Baudis, c'est plutôt, j'ai envie de dire, le rugby, non? Alors tout à fait, je viens de Toulouse, la ville rose, j'ai énormément d'attaches encore, sentimentales envers Toulouse. Le rugby, c'est pour moi le plus beau sport, mais c'est pas facile à pratiquer en Israël, donc on a fait quelques petites variantes. On essaye de s'adapter au foot, au tennis et tout ce qui est nautique.
C'est quand même un pays où il fait beau une grande majorité de l'année. Donc c'est adéquat pour faire du surf, du kitesurfing, que j'essaye de pratiquer aussi. Ah, très bien. Voilà, on essaie. Personnellement, je m'ennuie un petit peu avec Greg sur un terrain de foot, donc j'ai été obligé de choisir d'autres destins. Ah, d'accord. Mais dites-moi, vous n'avez pas envie d'initier justement les Israéliens au rugby? Pourquoi pas, vu qu'ils sont capables, les Israéliens, de faire même du cricket? Alors, vous m'obligez à vous raconter une histoire. Une anecdote? Une anecdote, j'étais en rendez-vous très sérieux avec un architecte de renom en Israël, vraiment un des 3 top architectes. Et tout d'un coup, je lui dis, très tendu comme rendez-vous, et tout d'un coup, je lui dis que je viens de Toulouse. Il m'a dit, arrête tout, je suis le responsable de rugby d'Israël, viens jouer avec nous. Non. Si, tout à fait, il vient d'Afrique du Sud. Et j'ai vu que c'était un ancien joueur, il avait des blessures aux oreilles, etc. Donc voilà, mais non, pour l'instant, je ne suis pas encore repassé au rugby. Eh bien, pourquoi pas, hein, Bezrat Hashem. Au rugby. Oui, on peut avoir pour les personnes qui ne vous connaissent pas, bon, dans le métier, c'est pas le cas, mais voilà, pour le grand public, vous pouvez vous présenter. Vous avez fait votre alia il y a combien de temps, maître Ariel Tolub, et pourquoi avoir fait votre alia? Quelle est votre situation également familiale aujourd'hui? Ok, alors j'ai fait mon allié à 17 ans, juste après le bac. Je suis rentré à l'Yeshiva du Rav Bochko, à l'époque à Jérusalem. J'ai été dans un programme de 3 ans où j'ai fait l'armée. Je suis retourné en Shlichut pendant quelques mois à Toulouse. Et après, j'ai commencé mes études de droit. Je suis aujourd'hui marié, 5 enfants, tous des petits Israéliens, des vrais Israéliens qui parlent le français avec les erreurs connues des francophones, je s'assois là, etc. Voilà, pourquoi avoir fait l'ALIA? C'est une très mauvaise question. Je suis un très mauvais exemple. J'ai toujours su que je ferais mon allié. Je me suis jamais posé la question vraiment. C'était plus un destin que le fruit d'une réflexion. Et je me suis retrouvé en Israël vraiment uniquement en profitant et en croquant la vie à pleines dents, sans regarder ce qu'il y avait derrière et ce que je laissais en France. Ça veut dire quoi? Donc pour ma part, je pense que c'est une bonne question. On veut nous approfondir. C'est par hasard que vous êtes venu, vous êtes amouraché de quelqu'un ici. Comment ça s'est passé? Pas du tout par Si hasard. c'était pas réfléchi. Hein. Quand je suis rentré en seconde, je savais déjà que j'allais venir en Israël. J'ai arrêté, c'est bête rétroactivement, mais c'est comme ça, j'ai arrêté l'anglais parce que je me suis dit, j'ai pas besoin d'anglais puisque je vais aller en Israël, donc autant me concentrer sur l'ivrite. C'était une certitude que j'allais venir en Israël. Je suis jamais allé regarder les facs en France. J'ai jamais hésité. C'était encore une fois, c'était un destin. Je ne me suis vraiment jamais penché sur la question pour savoir pourquoi peut-être venir en Israël, pourquoi peut-être rester en France. C'était là que je voyais ma vie. Et aujourd'hui, j'en suis bien évidemment très content. Très content. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu avoir la même vie ou une autre vie si vous n'aviez pas justement fait par hasard cet alia, maître Ariel Tolub? Alors c'est une grande question. Je pense objectivement que la vie dans les grandes traces aurait été plus simple en France, mais sans aucun doute, je pense que ma vie aurait été bien moins pleine, bien moins accomplie si j'étais resté en France. La carrière aurait été plus facile, comme pour quasiment tout le monde, je pense, qui a fait son alia, qui a fait son alia et qui n'a pas grandi ici. On doit faire des coudes, on doit se faire des contacts tout seul, on doit se développer tout seul, on n'a pas d'aide. Mais au final, on s'en sort. Quand on regarde derrière, on est très fiers de ce qu'on a fait. Et on se dit aussi que nos enfants auront, eux, les facilités que nous, on n'a pas eues. Donc vous parlez qu'on est plutôt, nous, une génération charnière, comme certains l'appellent. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on est une génération charnière. Nos enfants n'auront pas tous ces problèmes. Qui plus est que la situation économique d'Israël est quand même meilleure que lorsque nous, on est arrivé dans les années 90. Et si vous étiez resté en France quelque part, j'allais dire rentrer, rester en France, vous n'auriez pas pu quand même joindre l'utile à l'agréable? Je fais référence obligatoirement à la personne qui se trouve à côté de vous. C'est sûrement pas autant évident, non, de travailler avec une telle osmose, avec des amis, et en même temps de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Je ne sais pas si c'est synonyme réellement en France. On ne peut pas avoir, non, ces connaissances, cette amitié, cette relation qui fait que, bon, ben voilà, la position géographique où on se trouve en Eretz Israël fait que, bon, ben voilà, on rencontre des personnes comme Greg qui sont des personnages dans leur métier, qui sont tellement appréciés par tout le monde parce que, bon, ben voilà, c'est un personnage très apprécié, très jovial. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver ce type, je veux dire, d'opportunité de travailler avec une telle personne?
Disons, a priori, j'ai pas l'impression qu'en France, les relations humaines soient au centre du travail, alors que c'est vraiment ce sentiment que j'ai en Israël. Ne se passe pas une journée sans que je fasse de rencontres particulières, de contacts particuliers. Encore une fois, je parle sur le plan humain et pas sur le plan professionnel. Et c'est quelque chose qui est très agréable. C'est difficile de dire, je n'ai pas sur quoi comparer par rapport à la France, donc je ne sais pas si ça aurait été différent en France. Mais j'ai l'impression que les relations humaines sont plus distantes là-bas. Donc voilà, c'est un grand plaisir aussi par rapport à ça d'être en Israël, sans aucun doute. Eh bien, vous êtes en Israël, en tout cas, je peux vous dire qu'on est déjà vu par Nice, hein, qui est en direct, je pense à notre cher fidèle, notre cher ami Serge Hassoun, qui diffuse aussi tout azimut en France. Merci en tout cas d'être présent. Il y a pas mal d'autres pays. Je vais, avant de donner la parole à notre cher Greg Mimouni de Mashkenta, faire un petit tour au niveau de notre chère Laura, qui représente sa société Média Plus, hein, également dans la réputation des plus affaires, c'est de mettre en image et vraiment où il faut toutes les entreprises ici en Eretz Israël. Bonjour Laura, soyez la bienvenue, comment ça va? Bonjour Charles, bonjour tout le monde, ça va très bien. Ça va On a très beaucoup de monde là. Eh oui, c'est incroyable. Ouais. Apparemment, bon, il pleut dehors, donc ils sont bien au chaud à la maison. Je sais pas voilà, je sais pas s'il fait beau ou moche, en tout cas à Nice ou ailleurs, mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. D'ailleurs, on a Rachel qui nous dit que le son est assez faible. Alors si on peut parler un petit peu plus fort. Ah, mais il n'y a pas de problème. On Rachel puisse Juste entendre. On s'entend fort, mais il n'y a pas de problème. Voilà. Et on a eu un très gros cœur, mais un cœur immense de la part de Franck Khalifa qui vous envoie donc son cœur. Ah, très bien. Vous connaissez Franck Khalifa? Je le remets pas comme ça tout de suite. Il y avait des qualifs. Peut-être, Ah oui, oui. Mais bien Ah, sûr. c'était Ah, bon, mais- Greg? Non, mais il est de Toulouse. Oui, Ah, il est de exactement Toulouse ce que je voulais dire, également. voilà, de Toulouse. Ken. Tout à fait. Moi, je le connais. Eh bien voilà, j'en profite de dire à notre cher Franck, je crois qu'il se trouve en Israël hein, actuellement. À Ashkelon. À Ashkelon. Tu nous manques, Franck. Voilà, reviens à la radio. On aimait en tout cas vraiment le fait de partager avec lui parce qu'il a un grand cœur et il aime tellement Israël et il n'a pas peur en tout cas de le crier haut et fort, même dans des endroits des fois dangereux en France. Voilà. Pour en revenir en tout cas à notre cher maître Ariel Tolub, raconte-nous, en tout cas, mon cher Greg, comment vous vous êtes rencontrés et pourquoi apprécier de travailler voilà, avec cette personne, même si tu vas le gêner un tout petit peu. Je sais que tu as affaire comme ça à pas mal d'avocats. C'est important pour toi que ça aille vite, que ça soit professionnel. Tu as des clients chez Mashkenta qui sont pressés, qui ne veulent en aucun cas rater le fait donc d'acquérir un bien. Pourquoi voilà. En fait, je vais te répondre. Et en fait, ta question, enfin, on va pas être d'accord. Quand on envoie des clients chez Ariel Tolub, chez Michael Moïse ou chez Ethan Haas, on n'envoie jamais les clients qui sont pressés. Parce que c'est un cabinet d'avocats qui veut toujours tout vérifier. En fait, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec Ariel et ses associés. C'est que c'est des gens qui sont très méthodiques et qui vérifient tout. En fait, dans l'achat d'un bien, la première chose, c'est de trouver l'appartement. Donc, effectivement, il faut trouver l'appartement. Ensuite, celui qui va vérifier que l'appartement est OK et nickel, qu'il n'y a pas de problème. Comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, en Israël, c'est pas comme en France. En France, tout est au cadastre, tout est nickel. En Israël, c'est pas encore le cas. C'est le but final que tout soit géré par le tableau. On est encore loin de là. Mais bon, on y travaille. Mais il faut que le bien soit vérifié. Il y a plein. Un contrat d'achat, quand on parle d'un contrat de promoteur, en général, moi je reçois une 50aine de pages. Et quand on parle d'un contrat de particulier à particulier, c'est une 20-25 pages. Et ça, il y a des gens qui sont passés dessus et qui ont vérifié ça. Et ça, c'est obligé que ce soit des avocats. Et des fois, les gens me disent non, t'inquiète pas, je me débrouille, je connais un avocat. Mais moi, je ne les envoie pas chez un avocat que je connais. Je les envoie chez un avocat que je sais fera le travail professionnel. Je connais Ariel depuis beaucoup d'années. Je bossais à la banque, dans une banque qui s'appelle la Banque Adani, puis à la BNP. Nos routes se croisent pas mal. Et chacun de nous connaît ses qualités. Ariel, Ça veut dire depuis la France. Non, Vous non, connaissez, non? Non, d'ici. C'était quoi? C'était BNP Israël. Mais j'ai bossé à BNP Israël. D'accord. ici. Et, Ça existe toujours? Aujourd'hui, c'est un bureau de représentation, c'est plus une banque. D'accord. Décision politique netto, mais bon, c'est pas grave. Mhm. Et donc, Fais gaffe à ta retraite, hein. Non, non, pas gaffe. À tes points. Et on sait très bien quand on envoie un client, je sais, en fait, on travaille avec beaucoup de cabinets d'avocats et ils ont tous la même caractéristique. Ils sont souriants, sympathiques, mais super pro. Et le plus important, c'est d'être pro parce que vous savez, souvent, quand on veut faire des raccourcis dans un achat immobilier, ça pète à un moment donné. Alors, la question, c'est quand? Alors, les gens pensent que des fois, on va réussir, on va s'en sortir. Non, non, ça pète. Croyez-moi, si le contrat n'a pas été ficelé comme il faut, ça va péter.
Et vous savez où, justement, il y a faille parfois, Ah ben, où lui, il faut c'est- faire attention. Bah, lui, il sait. Enfin, Oui. eux, ils savent, pas moi. Moi, je sais pas faire ça. C'est à quel niveau que vous détectez quelque chose qui ne convient pas? On vérifie quoi? Voilà un exemple. J'ai entendu dire qu'il y avait un taux par rapport aux appartements carcasses, qu'on appelle donc plein pied, pour les handicapés. Et que j'ai eu le cas d'une personne qui a voulu vendre et qui aurait dû uniquement et essentiellement vendre à quelqu'un d'handicapé parce que il faisait partie du quota cet appartement pour des handicapés. Et la personne a voulu le cacher. Et donc, imaginez-vous bien, c'est que si l'avocat n'avait pas découvert quelque part le poteau rose, eh bien, cette personne aurait eu moins de chances de vendre son bien par la suite s'il voulait le vendre, car il aurait dû le vendre uniquement à des personnes handicapées. Donc, il y a moins de faisabilité de le vendre facilement. Alors, sans rapport avec Toulouse, il y a énormément de poteaux roses à découvrir. Voilà. Et- Vous êtes resté dans la même couleur, en tout cas, hein. Justement. Il y a énormément de poteaux roses, pour être plus sérieux, à découvrir. C'est vrai que c'est notre rôle. Parfois, ils sont de tout domaine. Ils peuvent être juridiques au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'on peut avoir des clauses juridiques sans aucun problème de fond, je dirais, mais des clauses juridiques qui transforment le contrat en étant particulièrement complexe à la réalisation. Et à ce moment-là, déjà, ça nous allume certaines lumières rouges. Il y a énormément de vérifications qu'on doit faire dans certaines circonstances, notamment des vérifications avec la mairie, des vérifications urbaines, des vérifications cadastrales, des vérifications sur la qualité des appartements ou des maisons qui sont vendues, etc. Énormément, gros piège, c'est le domaine où il y a le plus de procès contre les avocats. Énormément de vérifications à faire sur tout ce qui est fiscal, à la vente comme à l'achat, et avec un impact particulier ces dernières années, où il y a beaucoup de lois qui ont changé, donc il faut toujours être à la page, toujours lire, toujours se cultiver sur ces sujets, voir la jurisprudence, et en fonction pouvoir donner un conseil adéquat à nos clients. Très bien. En général, où il faut faire attention, c'est quoi les pièges, par exemple, d'un vendeur qui n'aurait pas tout dit? Et qu'est-ce que doit déceler, justement, le cabinet d'avocats? Les pièges donc pour un vendeur ou les pièges pour Non, un non, acheteur? j'ai envie de dire pour un acheteur, les pièges que pourrait faire un vendeur. D'accord, les pièges que pourrait faire un vendeur. Ne pas dire tous les problèmes de son appartement sur le plan pragmatique. Ça veut dire, par exemple, j'ai envie de dire, voilà, inondation, humidité, voilà, Tout à fait. humidité surtout, Problème. c'est ça? Tout à fait. D'étanchéité des Problème terrasses. d'étanchéité, etc. Problème de construction illégale, grand piège aussi. Ça veut dire la personne vous vend une maison, il va vous vendre 200 mètres, 50 mètres ont été construits de manière illégale. D'accord. Donc ça c'est un autre piège. Il peut cacher des choses qui ont à voir de manière indirecte avec lui. Ça veut dire il sait que dans son immeuble, il y a des problèmes de copropriété. Certaines personnes veulent faire un nouveau projet, d'autres restent, etc. sur leur position. Il sait qu'il y a trop de tension, il n'en fait pas part au nouvel acheteur. Voilà, ça peut être des pièges. C'est très varié. Ça peut aller, malheureusement, ça peut aller très loin aussi. C'est incroyable. Alors justement, je crois qu'il y a une réaction, ma chère Laura. Oui, C'est ça? on a une question à l'instant de la part de Sylvie. Comment ça se passe quand malheureusement on a signé le contrat mais on se rend compte après des dégâts justement? Est-ce qu'on a des recours? Comment on peut, une fois qu'on a signé, qu'on a acheté l'appartement, c'est fini, on ne peut plus rien faire. On a signé l'été, tout allait bien, il n'y avait pas de problème d'humidité. Il rentre en hiver et puis voilà que tout coule. Alors, il y a un grand principe de droit qui va fixer si on peut faire quelque chose ou pas, qui s'appelle en hébreu, je vais essayer après de le traduire, qui s'appelait Tomlev, tout à fait. C'est-à-dire l'équité. Il y a une obligation d'équité à tous les stades de la réalisation du contrat, qu'il s'agisse de la négociation, de la signature et après lors de la réalisation du contrat. En fonction de ce manque d'équité, il y aura, oui, quelque chose à faire, bien que le contrat peut fixer d'autres choses. Donc c'est très difficile de répondre de manière générale, mais de manière concrète, il y a certaines situations dans lesquelles on peut faire quelque chose. Je vais vous donner un exemple me concernant, qui date de quelques mois. Un client qui est venu me voir il y a quelques mois, après qu'il ait signé le contrat, il a signé le contrat sans avocat, écrit noir sur blanc, comme quoi la surface ferait, on va dire de manière simple, 50 mètres. Il a reçu l'appartement, il a reçu concrètement moins de mètres, et il y avait écrit dans le contrat une autre annotation, comme quoi le calcul du métrage pouvait se faire différemment, et donc c'est possible que ça fasse moins que les 50 mètres qui apparaissent dans une annexe fixe au contrat.
on est arrivé à montrer que dans tout le cadre de la négociation, leur seul objectif, c'était en fait de montrer, de faire que le client signe en se faisant, passez-moi l'expression, en se faisant avoir sur le métrage. Et oui, Et donc- vu que c'était stipulé, que C'était- même si c'était pas exactement le métrage signé, il a signé que bon, il était au courant. Tout Ça à fait. pouvait ne pas être le Tout à métrage fait. Mais indiqué. on est arrivé à prouver que c'était une véritable mise en scène qui a été Wow. faite pour qu'ils signent là-dessus. Incroyable. Et donc, on est arrivé à faire annuler le contrat. C'est fort, hein, parce que c'est défendable malgré qu'il a signé que ça pourrait être autrement par rapport au métrage qui est indiqué sur le contrat. Tout à fait. Ça n'a pas été facile, non Non, ça n'a pas été facile. Ça a pas été de facile. défendre ça. Ça passe. C'est À fort. ce stade-là, ça passe par le tribunal concrètement. C'est pas l'effet de lettres. Il y a certains cas où c'est un petit peu plus simple, je dirais, où un échange de lettres, de courriers un petit peu tendu avec les avocats de la partie adverse peuvent aussi solutionner certains problèmes. Très intéressant en tout cas, maître Tolub. Dites-moi, il récidivait? C'était des gens qui étaient habitués à ces méthodes-là? Alors, c'est des gens qui apparemment ont fait ça en masse avec un grand nombre d'acheteurs. C'est quelqu'un qui vendait en fait des bureaux à la division. Ils ont fait ça en masse. Concrètement, les autres acheteurs ont décidé de ravaler leur pilule et de rester avec les nombres de mètres qu'ils avaient en moins. Mon client n'a pas voulu en rester là et donc c'est pour ça qu'il a continué les procédures juridiques. Impressionnant, impressionnant. Donc voilà. Et maintenant, j'ai envie de vous poser une autre question. Bon, c'est vrai, c'est l'hiver, on parle d'humidité. Bon, mais ça, il y a beaucoup de problèmes d'humidité en Eretz Israël. C'est pas toujours évident, même sur des nouvelles maisons, etc. J'ai du mal à comprendre quand, par exemple, on nous dit ah ben non, ben celui-là, il a trouvé une solution parce qu'on lui a mis, par exemple, le produit qu'on met dans les piscines. Mais en Angleterre ou en France où il pleut beaucoup, on n'a pas autant de problèmes d'humidité. C'est une économie sur le produit où on ne fait pas ce qu'il faut faire dans les murs. Dites-moi, c'est pas possible. Là, vous me demandez une expertise qui n'est pas de mon ressort. Ce que je peux vous dire, si je ne me trompe pas, dans les pourcentages, quelque chose comme 90 ou 92%, si je me rappelle bien, des appartements ont des problèmes d'humidité en Israël. Combien vous dites en pourcentage? 92. Eh ben voilà, 92, c'est pas normal Donc, ça quand même. fixe- Ça C'est- fixe le niveau. Ok, c'est pas le niveau en Angleterre ni en France, où il pleut beaucoup. Mais c'est comme ça. L'Israélien moyen arrive supporte des coups sur la tête en faiblissant un tout petit peu, mais sans s'écrouler. Donc on a l'habitude sur énormément de domaines. C'est aussi dans le domaine de l'humidité. Voilà, tout le monde prend un petit peu des coups, tout le monde supporte les dégâts et ça continue comme ça. On est en 2020, tout se passe bien. Donc on met pas peut-être le romer qu'il faut, le produit qu'il faut, non? On met pas tout le temps le romer qu'il faut. Pour élargir un tout petit peu le débat, je pense qu'il y a Ouais. un grand problème dans ce domaine en Israël sur les appartements neufs, à savoir que ça manque le fait qu'il y a un expert qui vienne au moment de la remise des clés Mhm. et qui établisse la situation de l'appartement par rapport à ce qui est fixé dans le contrat. Ça éviterait énormément de conflits entre les promoteurs et les acquéreurs. Malheureusement, il n'y a pas encore ce système en Israël. Peut-être on y viendra. J'ai entendu ça, que certains parlementaires veulent promouvoir ce type de procédure. Voilà. J'ai un petit exemple à vous donner hein, qui me paraît absurde et on n'arrive pas à comprendre quand on est quand même en Israël où on voit qu'on est très avancé au niveau de la technologie, au niveau du médical, de la recherche, etc. Une base, un mur par exemple qui est mitoyen d'une salle de bain, Ken, où on sait que de l'autre côté du mur, il y a une douche. Avant le carrelage, on doit mettre un fameux goudron noir et ensuite donc carreler. Eh bien apparemment ce produit-là, ce goudron-là, dans ce mur qui a l'air, je veux dire, évident, ça va tout le temps couler dans ce mur-là. Et juste derrière, il y a une chambre. Eh bien on ne met pas le produit. Pourquoi? Tout à fait, tout à fait. C'est le problème. On est au 21e siècle, je ne comprends pas. Il ne faut pas non plus dramatiser, ça veut dire très souvent c'est mis, c'est de plus en plus mis, mais il reste encore certains problèmes. Vous parlez du domaine médical, oui, le domaine médical, on est un des pays à la pointe, et malgré tout, quand on va dans les hôpitaux, on voit qu'il y a un surplus de lits, des gens qui sont dans les couloirs, etc. Encore une fois, c'est les capacités des Israéliens à supporter les problèmes. On traîne, et parfois ça explose, mais on arrive à tenir. Je crois que ça se résume, et je donne la parole à Greg avec grand plaisir, à l'oroïm altidag. C'est chum davar. L'oroïm. Hein, on ne voit pas, ne t'inquiète pas, c'est pas grand chose. Yébécédeur. Et la traduction également en français, quand des fois, je veux dire, quel rapport? Vous parlez de l'humidité dans les murs, etc. Et on vous regarde et on vous dit, ah, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Mais évidemment, il n'y a pas mort d'homme. Mais je ne veux pas avoir un mur qui a des fuites. Alors ça, c'est deux sujets complètement différents. Alors c'est vrai qu'on a tendance à tout minimiser, non? Ouais, en fait, moi j'ai un autre avis sur la question, Charles. C'est simple. Moi, je tiens à vous dire, j'ai une voiture.
comme vous et comme Ariel, sûrement comme Laura. Mhm. Et je kifferais de ne pas payer l'assurance. C'est quelque chose qui me ferait gagner un peu d'argent. Donc je voudrais bien ne pas payer d'assurance. Et vous savez, j'achète un appartement en Israël et j'aimerais bien ne pas prendre d'avocat. Ça me ferait économiser de l'argent. Et je prends un crédit, j'aimerais bien ne pas prendre de Du courtier. calme, du calme. Non, non. Et Je sais pas. je prends un crédit et j'aimerais bien ne pas prendre de courtier. Et en fait, l'histoire de la vérification avant la remise des clés, ce dont Ariel a parlé, c'est pas obligatoire. Mais sachez que moi, je connais beaucoup de gens qui le font aujourd'hui. Il y a des sociétés privées, ça s'appelle des Bedek Bait, qui le font. Alors pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas? Parce que ça coûte de l'argent. Parce que prendre un avocat, ça coûte Oui. de l'argent. Pas que tu as raison, mais c'est pas la seule et unique raison. L'autre raison, c'est que ce Bedek Bait qui est fait par l'acquéreur et n'a plus ou moins aucune valeur au sein de l'acheteur, au sein du promoteur. C'est ça qui manque justement, c'est quelqu'un d'objectif qui vienne et qui constate concrètement et que ce constat soit valable pour les deux parties. Exactement. Ça n'a rien à voir Alors comment on avec, peut... Ah pardon, hein, Laura, je vous ouvre le micro, oui. Ça n'a rien à voir avec l'expert de la banque qui Rien à vient. voir, Ça n'a rien à rien à voir. Mhm. Alors comment on avance alors? Je dis oui, En 2020, comment on fait avancer le schmilblick? YBCDR. Ah, YBC. Ça s'applaudit, la vérité. C'est exactement ça. Mais Baruch Hashem. Comme je vous dis là, il y a la fuite, mais il n'y a pas mort d'homme. T'inquiète pas, on a vu pire en Israël. Très bien, parfait, parfait. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que mieux vaut, quand on fait un achat immobilier, mieux vaut s'entourer de personnes professionnelles le plus possible. Je ne dis pas que ça va régler les problèmes à 100%, mais je dis quand même que quand vous avez des gens qui prennent la responsabilité sur votre achat, du point de vue juridique, du point de vue du crédit, du point de vue de la maison, du point de vue du promoteur, ça quand même, ça restreint les problèmes. Et la dame qui a tout à l'heure qui a posé la question sur Facebook, je suis presque prêt à mettre ma main à couper qu'elle n'avait pas d'avocat quand elle a signé son appartement. Mhm. Et c'est là d'où vient le problème, quand on essaie d'économiser le centime de plus, qui en fait plus tard va nous coûter beaucoup plus cher. Azol ole yakar. Comme dit le pic de gamme israélien, le Oui, proverbe, mais quand- ce qui est pas cher va vous coûter très cher. Oui, C'est ce mais qui est quand, dommage. oui, mais quand tu dis ça à un client, le client dit attends, lui il dit ça pour prendre, Pour prendre son prendre ça, horaire. ouais, c'est ça. Mais c'est faux, moi personnellement, Mhm. ça m'arrivait d'acheter des appartements, j'ai toujours pris des avocats. C'est impossible Mais bien d'imaginer. Et les gens essayent d'économiser sur ces sommes-là. Et c'est ces sommes-là qui coûtent très cher. J'ai un petit point à rajouter sur le plan un petit peu philosophique, entre guillemets. Il faut bien comprendre que dans chaque transaction, il y a des risques, comme dans tout dans la vie. Nous, notre rôle, les avocats, c'est de faire savoir aux clients devant quels risques ils se trouvent au moment T, avant la signature. On leur fait état de ces risques. Avec ces risques, il y a des clients qui aiment les risques, il y a des clients qui n'apprécient pas particulièrement les risques, et il y a des clients qui haïssent les risques. En fonction, ils vont décider s'ils rentrent ou s'ils ne rentrent pas dans l'affaire. Mais moi, ça m'est arrivé d'être dans une situation où, à titre personnel, jamais j'aurais acquéri. Mes clients ont décidé, malgré les risques, d'acquérir, et ils ont fait une super affaire. Donc il faut bien comprendre que nous, on ne peut pas résoudre, par la force des choses, tous les problèmes, on ne peut pas annihiler tous les risques. Notre rôle, c'est de les faire ressortir et de les montrer aux clients, de les faire savoir aux clients. Et en fonction de ça, nos clients, après, décident s'ils veulent assumer les risques ou pas. Alors en ce dimanche matin, en tout cas, je vois que le sujet plaît. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Laura donc de Média Plus me fait signe qu'il y a apparemment des questions. Je vous rappelle, le but du jeu, d'être en direct sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à poser vos questions ce dimanche. Vous avez en tout cas voilà deux spécialistes. Premièrement, Maître qui est l'avocat, on va être galant, Ariel Tolub, dont la réputation n'est plus à faire à Ranana et dans les alentours. Vu que son cabinet existe depuis plus Tel Aviv, on est beaucoup sur Tel et Tel Aviv depuis plus de 20 ans, c'est bien ça. Oui. Voilà votre étude. Vous êtes également, si je ne m'abuse, également associé à quelqu'un de très apprécié de la ville de Natania, qui est notre cher maître As. C'est bien ça. Tout à fait. On est associé avec Maître Etanas, qui est très réputé sur Natania et qui a cette spécificité qui représente des promoteurs sur Natania. Et donc, il est au cœur de tous les bons coups sur Natania. Ah, j'espère que vous lui avez dit de regarder l'émission, parce que moi, ça fait des années que j'essaye de l'emmener à la radio et j'y arrive pas. Alors, j'espère par votre intermédiaire qu'on va y arriver. En fait, dans notre association, Ethan travaille beaucoup. J'ai un autre associé qui s'appelle Michael Moïse qui travaille énormément lui aussi. Et moi, pendant ce temps, je suis en train de tourner, de faire les plateaux télé. Je ne fais pas grand-chose en fait. C'est ça, c'est ça. Ah, non. Je vous l'avais dit, voilà. Pour les plateaux télé, vous le verrez, donc ce soir sur France 2. Voilà, mais il est passé d'abord à Radio Futée. En tout cas- C'est logique. Moi, j'ai quelque chose à dire. Moi, je peux dire quelque chose, Charles? Oui, je vous en prie. Avant la question. Moi, j'ai quelque chose à dire sur les trois associés. Alors, par contre, les trois associés, Ethan Haas, j'étais au lycée français de Jérusalem avec lui. Michael Moïse, je le connais depuis
sais pas, 20 ans, j'ai l'impression. Oui. Ariel, pareil. En fait, les gens qui s'associent et qui bossent ensemble ont souvent les mêmes traits de caractère. Et je tiens à vous dire quelque chose, que comme vous voyez Ariel Tolub, Mhm. si vous mettiez Michael Moïse, vous auriez la même personne. C'est-à-dire le même souci de transporter un message qui est de dire, les amis, on va vous aider, venez nous voir, on va essayer de vous aider. Et toujours avec le sourire, et toujours exposer au client les problèmes. Et après, le client décidera. Et pareil avec Ethan Haas. Ethan est très apprécié parce que c'est quelqu'un qui sourit tout le temps, mais qui est dans le professionnalisme hors du commun. Et ces trois personnes ensemble, qui sont donc Ageru, Ra'anana et Natania, apportent quand même une solution qui est assez complète à leurs clients. Et moi, perso, je les adore. Alors moi j'en connais en tout cas deux sur toi maintenant, hein. C'est bien sûr Ariel Tolub et notre cher Ethan Haas depuis de nombreuses années. J'ai envie de parler d'authenticité. Ils sont authentiques. Voilà, j'en connais là deux. Et sincèrement, tu as envie de donner ton bien dans leurs mains parce que ça y est. C'est pas des personnes qui, tu sais, il y a la différence entre avocat et toi client, où des fois on est un peu, on te met à l'aise. Ben, le troisième, Voilà, c'est très humain. Et ça, je crois que c'est important. c'est très important. Le troisième, tu le connais pas parce qu'il vient de Metz. Ouais. Il a honte de le dire parce qu'ils ont ni équipe de foot ni équipe de rugby. Mais je te le promets. Mais c'est exactement ça. C'est des gens qui, comme tu vois Ariel maintenant et comme les gens le voient sur Facebook, c'est exactement le même dans la vie. Mhm. Donc voilà, c'est des gens qui veulent. Tu sais, je vais juste dire quelque chose après, je vais laisser Ariel parler. Quand on parle de l'humain au centre de l'affaire, en Ouais. fait, c'est ça qu'on a besoin. Ariel, il habite à Ranana. Il va venir voir un client qui va venir le voir et lui dire, écoute Ariel, j'ai une affaire. Il ne peut pas le driver sur une affaire foireuse parce qu'il va le voir à la synagogue, il va le voir quand il achète le pain. Leurs enfants, ils sont ensemble au GAN. Et c'est cette proximité qui fait que, au-delà de tout le professionnalisme, tu veux bien conseiller la personne. C'est une personne qui va t'inviter chez elle le Shabbat pour prendre l'apéritif. Tu veux Mhm. être shalem imatzmecha. Tu veux Ouais, être ouais. entier avec toi-même, avec tes décisions, et d'où l'authenticité dont tu as parlé. Oui, oui, oui. Et il y a ça, mais il y a le trait de caractère où je suis même sûr que s'il n'y avait pas la SINA ou le GAN, Non, bien sûr. il serait à 100%. Je veux dire, c'est des traits de caractère. On le sent. En tout cas, je vois auprès d'Ethan, auprès également de Ariel. C'est bon, ben voilà, c'est au service voilà, du public à essayer de ne jamais le tromper et donner une directive voilà, bien droite. C'est ça. Alors, comme on dit en hébreu, Enan Artom Meid al Esato, en français, je crois qu'on dit le boulanger ne juge pas son pain. Donc c'est difficile de juger sur nous-mêmes, mais c'est vrai que dans notre philosophie de travail, on place les intérêts du client bien avant nos propres intérêts. C'est ça qui nous guide, c'est notre boussole. Et il y a des personnes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avant la question, pardonne-moi, hein, chère Laura, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont un peu craintifs d'aller voir un avocat. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois des mauvaises réputations, dans le sens où, ah ben mon avocat, je sais pas, il a fait du zèle avec l'autre, il m'a fait foirer l'affaire. Je comptais vendre, j'ai pas vendu à cause de lui. On a ce style voilà, de message, où par contre, chez vous, on a l'impression que vous arrivez à mettre en osmose autant le vendeur que l'acheteur, vous le confirmez? C'est vrai que parfois on représente un des deux parties, mais on fait attention à ne pas mettre à terre l'autre côté. Et c'est important dans le cadre aussi du business, quand on regarde ça de manière plus large. On ne peut pas faire un bon business si les deux parties ne sont pas satisfaites. Et donc en effet, parfois on représente un côté et on sent l'autre côté plus faible. On va rester dans la norme, on va rester dans ce qui est correct. Encore une fois, pour que ce soit une transaction, une affaire, peu importe la nature de la transaction, qui soit viable, qui soit profitable pour tous les parties, même si on pouvait se placer en position de force. Exactement, parce que bon, c'est pas tout le fait d'avoir toujours raison, il faut mettre de l'eau dans son vin, et je suppose que pour que ça arrive, la transaction, au bout, il faut que tout le monde se sente bien. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Très bien. Dans Alors tout on va. domaine. Oui, dans tout domaine, exactement. Vous avez raison de le préciser. Merci, ma chère Laura. Alors il y a des questions. Il y a du monde au portillon, comme j'ai l'habitude de le dire, surtout en ce dimanche sur les réseaux sociaux. Merci de nous être fidèles. C'est vrai que dimanche dernier, il n'y avait pas le direct parce que nous étions à Eilat avec 400 convives. C'était un plaisir également. Ça nous a fait en tout cas beaucoup de bien. Voilà, de voir nos fidèles autant de la presse écrite, mais également de la radio. Et puis nous revoilà et merci en tout cas d'être là. Oui, alors on avait une question justement, je pense, pour vous, Ariel. Si toutefois quelqu'un a acheté un appartement il y a 30 ans environ et qui veut revendre, on lui demande comment il a eu l'argent pour l'acheter. Je sais même pas. Oui. Et il travaillait dans les marchés et il mettait tout l'argent dans le pot dans le jardin. Voilà.
Et d'ailleurs, il dit, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est le marché. On voit, je vois tous les regards ici tournés vers moi. Comment est-ce qu'il va s'en sortir? Je comprends, je Eh bien, il comprends. ne peut pas vendre apparemment. Et en fait, c'est en train d'arriver à son ami. Donc, c'est Serge qui nous pose la question. Donc, il veut savoir. Il s'appelle Charles? Serge. Ah, Serge, d'accord, ok. Serge. C'est en effet très compliqué. Pour préciser le fond de la question, les banques aujourd'hui font de plus en plus de problèmes sur l'origine des fonds. D'accord? C'est ça le problème que la personne, son ami, son ami rencontre. Et en effet, c'est très difficile de prouver l'origine des fonds. Ils demandent des documents fiscaux en France, etc., qui soit n'existent pas, soit c'est plus ou moins impossible à avoir. J'ai envie de vous dire, dans ce type de situation, c'est du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. Il y a la même problématique pour certaines personnes qui ont de l'argent sur leur compte, certaines personnes qui ont des bonds, c'était à la mode justement il y a une trentaine d'années. On a parfois des solutions, mais c'est une question qui est plus d'ordre fiscal. Donc on est secondé par d'autres cabinets dans ce domaine-là. Voilà, c'est pas simple, c'est du cas par cas. Il y a des solutions. J'ai envie de vous dire que je pense que l'avenir sera plus rose que ce que c'est aujourd'hui, une fois que la situation bancaire sera un petit peu normalisée. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Elle va l'être, malgré que maintenant on fait partie de l'OCDE. C'est toutes ces lois, le fait d'appartenir à l'OCDE, qu'on ne peut plus, je veux dire, faire entrer de l'argent comme ça liquide, comme il était facile de rentrer, ou même, j'ai envie même de dire, quand certaines banques venaient il y a quelques années jusqu'à chercher. Le chercher. Donc ces clients-là se sentent vraiment dépourvus. C'est qu'ils disent, écoutez, vous avez voulu qu'on prenne un compte, vous étiez bien content il y a quelques années, et aujourd'hui ce même argent, vous ne le voulez plus. Alors comment on leur répond à ces clients-là? On n'a pas de bonne réponse à leur donner. J'ose espérer que ça va remonter tôt ou tard sur le plan politique, et c'est là où les choses se solutionnent le plus facilement. À titre personnel, je pense que l'État d'Israël a fait une petite erreur sans forcément en avoir pleinement conscience, de laisser un petit peu tomber toutes ces personnes qui ont aidé la situation économique de l'État d'Israël. À l'époque. À l'époque, ont participé à faire vivre, à faire augmenter la situation économique. Et aujourd'hui, les laisse un petit peu tomber. J'ose espérer que dans l'avenir, les politiques vont se mêler un petit peu à cette problématique. À titre personnel, je pense qu'il faudrait tracer un trait et faire la différence entre ce qu'il y a eu dans le passé et ça, ne pas y faire attention, et l'avenir. Ok, il y a une nouvelle situation avec l'OCDE, on n'accepte plus l'argent comme ça, il n'y a pas de problème. Mais tout ça en faisant un trait sur le passé, voilà, je pense qu'on y arrivera tôt ou tard, mais ça va prendre du temps encore. Ils se rendent compte, franchement, bon, vous avez dit que non, apparemment, que beaucoup, malheureusement, n'ont plus l'espoir de venir en Eretz Israël, préfèrent partir ailleurs, parce qu'il y a trop de complications au niveau, justement, fiscal. J'ai pas compris le début de votre question. Il y a beaucoup de personnes qui ne prennent plus l'option de venir en Eretz Israël et prennent d'autres options, ça veut dire de partir au Canada ou ailleurs, parce qu'il y a trop de difficultés au niveau fiscal pour venir et prendre ses biens et les mettre ici sur une banque en Israël. C'est vrai, encore une fois, c'est compliqué. Il y a plus de facilités, il y a des facilités, on va dire comme ça, ailleurs. Mais il y a des choses à faire, il faut voir le cas par cas, encore une fois. Il y a parfois des solutions fiscales qui sont très complexes, mais existantes, comme certains trusts, etc. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant, c'est assez complexe. Et encore une fois, le politique qui peut changer la donne dans les prochaines années. J'ai eu un invité, par exemple, qui a fait 40 ans donc, de service public, hein, qui était fonctionnaire de la police en France, qui se faisait virer directement, donc comme à l'accoutumée, son salaire sur la BNP, donc Paris Bourse, pour être précis, et avec sa carte donc de BNP, il retirait son argent. Eh bien, la banque lui a fait des problèmes à chaque fois, à savoir comment cet argent vient. Il dit, écoutez, je suis fonctionnaire de la police, voilà. Et bien, on lui a conseillé vivement de ne plus faire virer sa retraite de la police sur donc, son compte BNP Paris Bourse, mais le faire virer directement au consulat général de France, parce que c'était soi-disant beaucoup plus officiel. Que y avait-il de pas officiel pour un fonctionnaire de police après 40 ans de faire virer sur son compte de la BNP Bourse sa retraite qui puisait en faisant des retraits ici en Eretz Israël? Malheureusement, aujourd'hui, les banques font un concours de celui qui va placer les normes les plus compliquées par rapport aux résidents étrangers. Et chacun y va de son bon vouloir. Voilà, il faut faire attention. Il y a certaines banques, je ne vais pas les citer en direct,
Mais il y a certaines banques avec qui, et je pense que Greg peut le confirmer, c'est de plus en plus compliqué à travailler justement par rapport à toutes ces problématiques. Il y en a avec qui justement on arrive encore à s'en sortir, à trouver des terrains d'entente, à trouver des solutions. Et encore une fois, c'est du cas par cas. Très bien. En fait, je vais juste essayer de compléter. En ce moment, c'est la chasse aux sorcières, pardon. Et il y a une raison de cela. Sachez que la banque Leumi a pris 1,2 milliard de dollars d'amende aux États-Unis parce qu'elle a facilité le blanchiment d'argent. La banque Leumi n'a pas été accusée d'avoir blanchi de l'argent, mais elle a mis à dispo des clients de la banque un système qui pouvait leur faciliter du blanchiment d'argent. Sur ça, ils ont pris 1,2 milliard de dollars d'amende. La banque Apoalim aussi, ils ont pris une grosse amende. Aujourd'hui, sachez une chose. Entre ouvrir un compte qui est bancal à leurs yeux et perdre le client, ils préféreront perdre le client. Toutes les banques. Et donc, c'est la chasse aux sorcières. Les choses rentrent dans l'ordre. Sachez une chose, Ariel, tu me valideras si je me trompe, que le cas de votre ami, enfin, c'est un manque de chance. S'il est vraiment fonctionnaire et c'est vraiment viré du truc, il n'y a pas de problème, même si c'est versé sur BNP Bourse. Il faut juste un peu faire des coudes, voir un bon avocat et il y a des solutions. Le problème, c'est moi, mes parents étaient forains pendant 40 ans. Il est là le problème. C'est ces gens-là, c'est pas chez le fonctionnaire de police. Non, c'est chez le fonctionnaire de police. Voilà, ben bon, sachez qu'il y a et encore c'est la banque israélienne qui lui a fait des problèmes. Et encore une fois, c'est pour cela que je vous dis, n'ayez pas peur de vous accompagner de gens qui connaissent leur métier de professionnel. Ça coûte toujours de l'argent, mais c'est pas grave. Vous partirez 2 jours de moins en vacances au ski et vous ferez 10 restos de moins dans l'année. Vous achèterez une voiture un peu moins chère. Accompagnez-vous des bonnes personnes pour éviter les mauvaises surprises. Oui, je vous en prie. Je veux dire, pour être un petit peu positif, qu'au-delà des problèmes bancaires qu'on peut rencontrer, les francophones globalement croient au marché israélien, sur le plan de l'immobilier en particulier, mais pas que, de tout ce qui est high-tech, tout ce qui est medical device, etc. Et donc on a de plus en plus de clients qui cherchent à investir justement avec de l'argent, j'ai envie de dire, propre, et des sommes particulièrement conséquentes. Donc il faut pas noircir tout le tableau aussi. Les problèmes bancaires font aussi que les clients amènent de l'argent qui est propre, investissent des sommes considérables. Et je pense que c'est l'intérêt et de l'État d'Israël et des clients, bien évidemment. Comment vous voyez l'avenir, maître, à savoir au niveau économique d'Eret Israël? J'ai vu qu'il y a eu des records qui ont été faits. On parlait avec la Chine d'échanges en millions, puis maintenant c'est passé à 15 milliards de dollars. Et on a quelque part des petites réflexions des États-Unis qui est un tout petit peu, quelque part, jalouse des bonnes relations qu'il y a Israël et la Chine. Vous pensez qu'on va continuer comme ça sur cette croissance? Parce que ça paraît exceptionnel pour un si tout petit pays avec à peine, j'ai envie de dire, 9 millions d'habitants. Je vais essayer de ne pas glisser vers une réponse politique. Je pense à titre personnel que l'économie va aller et continuer à croître. Au moment où on se parle, beaucoup de voyants, voire tous les voyants sont au vert, qu'il s'agisse de croissance, qu'il s'agisse d'énergie avec le gaz qui a commencé à couler dans les tuyaux en fin de semaine dernière, qu'il s'agisse de démographie pour une société occidentale. La démographie est plus que positive et c'est un bon signe pour l'économie. Énormément de voyants sont au vert. C'est peut-être une envie réelle, mais j'ai envie de croire qu'on va continuer à aller et à augmenter. Voilà, ça tient peut-être du miracle aussi un petit peu d'Israël, mais en tout cas, il n'y a pas de raison qu'on continue pas. Je pense que politiquement parlant, il y a énormément de bonnes décisions qui ont été prises pour ramener de grosses sociétés en Israël. Et voilà, je pense que ça ne va pas s'arrêter, qu'il s'agisse avec les États-Unis bien évidemment, mais aussi avec l'Asie, où on tisse des liens qui vont en se renforçant et qui commencent à porter ses fruits. Et on voit en tout cas, et l'Inde, etc., où c'est un grand vecteur, en tout cas, c'est vrai, de la... j'ai envie de dire, de l'économie mondiale. C'est assez impressionnant. Dites-moi, vous pensez pas, bon, vous qui étudiez, je vois, vous avez une kippa, vous êtes religieux, vous pensez pas quelque part que c'est un peu l'envers du décor, quelque part, tous ceux qui ont tant eu de haine envers l'État d'Israël, on voit, en l'occurrence l'Allemagne, qui commence à avoir de réels problèmes. On le voit au niveau démographique et même économique. On a l'impression que toute l'Europe également
se meurent hein, au niveau de leurs résultats. Vous ne pensez pas que comme ça, tous nos ennemis, un peu comme l'Égypte, on a l'impression qu'on prend de la distance Bonne par chance pour la rapport à eux? Alors, je vais vous dire, plus on va dans le temps, plus on avance dans le temps, moins je pense qu'on peut se permettre de voir tous ces gens-là comme nos ennemis. C'est concrètement nos alliés économiques. Israël en a besoin pour respirer. On est certes au centre des débats, mais on a besoin de tout ce beau monde, y compris de l'Europe qui peut aller cette période-là un petit peu en baissant. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a de loin. Mais même l'Europe, c'est nos alliés de demain, qui plus est sur le plan économique, je pense sur d'autres plans aussi, mais on ne peut pas se permettre de les regarder et de les mettre de côté. D'accord, mais on a l'impression quelque part que, même si là je rentre un tout petit peu en politique, mais que Bibi Netanyahou a posé son regard beaucoup plus sur l'Inde, la Chine, et beaucoup moins sur l'Europe, qui est de plus en plus antisémite, non? C'est la question pour Greg ou pour moi? Je sais pas, mais Non, comme vous voulez, hein, lâchez-vous, hein, vous êtes sur Radio Futé. Non, moi, dans les chiffres qu'Ariel a donnés, je voudrais juste donner quand même, dans tous les voyants verts, il y a le voyant vert du chômage. Et vous savez que ça, pour beaucoup de dirigeants dans le monde, et Bibi Netanyahu le raconte à chaque fois, tout le monde lui dit mais c'est un miracle. Alors après, on ne va pas parler politique, mais les ouvdotes, comme on dit, Les faits. Les faits. sont là. Voilà. Et Ouais. sur le plan politique par rapport à l'Europe quand même, le contrat qu'on a fait la semaine dernière concernant le gaz est complètement lié à l'Europe, notamment à l'Italie. Il y a pas plus qu'une semaine, 10 jours, si je ne me trompe pas, Bibi Netanyahu a rencontré le Premier ministre anglais. Donc je ne pense pas que Bibi Netanyahu cherche à développer l'Asie, les contacts avec l'Asie, les États-Unis, l'Inde, en laissant tomber l'Europe. Je ne pense pas du tout. D'accord, ok, très bien, c'est parfait, c'est clair comme de l'eau de roche. On vous remercie en tout cas vraiment infiniment. On va continuer parce que c'est très agréable. Il y a du monde hein, qui vous suivent comme ça sur les réseaux sociaux. Vous pensez que ça va être quelque chose de positif pour les habitants d'Eret Israël, à savoir qu'il y aura beaucoup de bénéfices avec le gaz et dans beaucoup d'autres pays, on préfère faire bénéficier le peuple, à savoir que, on l'a vu dans certains pays, les universités ne sont pas payantes, parce que justement, il y a, le pays est riche, le pays a vraiment des avantages au niveau de l'orchestre. Est-ce que vous pensez que le tout un chacun va en profiter de ces résultats gazières? Il y a des avantages directs et indirects. Avantage direct, à titre d'exemple, l'électricité qui a baissé de 4%, si je ne me trompe pas, en milieu de semaine dernière. Donc ça, c'est un avantage qui est direct. Avantage indirect, le fait d'avoir cette sécurité de gaz, encore une fois, qui coule dans les tuyaux avec tout ce que ça rapporte à l'État d'Israël, c'est une sécurité économique dont tout le monde bénéficie de manière indirecte. C'est pas possible autrement. Ça pousse les investisseurs à venir en Israël, ça pousse les gens à travailler, ça augmente les salaires, etc. Donc tout le monde, d'une manière indirecte, va en bénéficier. Alors c'est vrai, l'État peut faire des choix, pourrait décider que les études, ça devient gratuit et pas autre chose. Après, peu importe les choix qui vont être faits. Mais concrètement, c'est sûr que c'est bénéfique pour tout le monde. Mais on en parle, je veux dire, il y aura une chose qui sera publique, qui va être rendue publique pour justement les citoyens israéliens, à savoir qu'est-ce que ça a apporté justement ce gaz, quels avantages qu'on va pouvoir bénéficier ici sur le territoire israélien. J'ai entendu à Galatz la semaine dernière, le PDG je ne me rappelle pas de la société qui a commencé à diffuser le gaz, qui a dit qu'en 2035, je crois que je ne me trompe pas, 2030 ou 2035, les bénéfices du gaz seront plus élevés que le budget de l'éducation nationale en Israël. Voilà, on en est à ce niveau-là. Et bien entendu, ces bénéfices du gaz, d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, tout le monde va en profiter. Après, on verra la distribution qu'il y aura, mais très bien. Enfin, les bénéfices du gaz sont... Enfin, sachez qu'Israël mise beaucoup dessus quand même. Hein. Merci Yitzhak Tchouva. Hein, c'est lui qui a cru en premier, hein, quand personne n'y croyait. Voilà. On rappelle, une personne qui habitait dans la ville de Natania. Voilà. Très bien. On aimerait tous avoir... Mais c'est pas fini sur les gaz. Hein. On peut encore en découvrir. On peut aider d'autres pays à en découvrir. Apparemment, on a aussi les moyens technologiques qui vont avec. Israël est considéré au sens propre du terme comme une puissance dans le domaine au jour d'aujourd'hui. Et quand on parle d'investissement, Ariel parle de gens qui ont de l'argent propre à investir, il y a énormément de start-up pour la découverte du gaz en Israël. Enfin,
c'est un vrai train. Hein. C'est impressionnant. Impressionnant. C'est-à-dire, on continue à chercher encore d'autres. Bien sûr. Ah bah, bien D'accord. sûr. Très bien, très bien. Moi, j'ai envie de dire, c'est les secrets cachés hein, que méritait sûrement à cette ère-là l'État d'Israël. On avait besoin sûrement de cela. Tout à fait. Eretz Zavatra, la voûte de vache, apparemment, Voilà. c'est Ou- plus large. Voilà, où coule le lait et le miel. On se posait souvent la question quel lait et quel miel. Voilà. Mais là, on arrive à comprendre. C'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est vrai que c'est incroyable. On a l'impression de vivre notre histoire et de vivre voilà, toutes ces découvertes-là. J'ai envie de vous poser la question, mon cher Greg, donc Mimouni de Mashkinta, pour terminer en tout cas cette interview. Une anecdote sur, depuis l'ouverture de Mashkinta dans la ville de Natania, en plein Kikar, en phase 2 et à côté d'eux. Vous m'aurez bien compris pourquoi je dis ça, vu que vous êtes très 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 central et chacun de vos voisins sont des références, en tout cas dans le paysage, j'ai envie de dire, commercial ici de la ville de Natania. Écoute, on a des clients qui rentrent tous les jours à l'agence. Ils sont différents de ceux de Ranana que vous avez eu l'habitude de traiter. J'en fais du crédit immobilier depuis 2001. Non, c'est les mêmes gens. Ah, d'accord. Mais en fait, j'ai quelqu'un qui est venu au bureau jeudi pour signer des papiers qui m'a dit en fait, monsieur Mouni, vous savez, vous avez une idée de génie d'ouvrir Mashkinta parce que moi je rentre plus dans les banques. Non, je dis, vous êtes une super cliente. Ouais, non, mais moi je rentre pas dans les banques. Et les gens ils veulent plus dans les banques. On a l'impression de donner quand même pas mal de réponses. On est là, on a une vraie équipe à Natania. On bosse avec les avocats, toujours pareil, les promoteurs, les agents immobiliers. On essaie de donner des réponses, de donner des accords, d'avoir les meilleurs taux. Mais cette cliente, pardonnez-moi, qui dit je rentre plus dans les banques, c'est peut-être parce qu'elle a ce sentiment. On voit de plus en plus que dans les banques, il n'y a plus de guichet. C'est-à-dire on a affaire à une machine, et on a enlevé dans certaines banques, Les gens- dans certains sniffs de la ville de Natania, le guichet, où il est le temps, où j'allais voir ma banquière pour retirer de l'argent ou pour créditer de l'argent. Il n'y a plus le comptoir, il a été démonté. Hein. En fait, les gens, On ne veut plus les voir, non? les gens, quand ils vont dans les banques, ont l'impression d'être passés au scanner. Et ça les dérange réellement. Mhm. C'est ce qui les dérange vraiment, parce que c'est beaucoup de questions, beaucoup d'investigations, et les gens n'ont pas envie spécialement de répondre à tout ça. Ouais. Donc ils préfèrent. Voilà, pour l'instant, pour revenir à l'agence de Natania, nous on est là, on donne des réponses. Comme on dit en hébreu, Ayad od Metouya, on est encore en avance. Wesh Konada. Ça veut dire qu'on va encore se développer. La marge est grande. Ah, la marge est grande, d'accord, très bien, très bien. Voilà. C'est pas que je viens de faire mon alia, mais bon, vous êtes un peu plus évolué. Non, c'est-à-dire, voilà, on est là. Très bien. Laura, qu'est-ce qui se passe là? Apparemment, tout le monde est tout oui aujourd'hui. C'est bizarre. On écoute, Il y a du. effectivement, c'est Mais très ouais. intéressant. Par contre, on a beaucoup de spectateurs. Donc ils sont là et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Bon, encore une fois, le son, mais bon, on n'a pas réussi Ah ouais, à on peut régler pas le faire, on problème. peut pas faire autrement. Et voilà, juste, on aimerait savoir comment contacter donc Ariel et également les coordonnées de Mashkinta, si c'est possible. Eh bien, c'est avec grand plaisir. En tout cas, concernant Maître Ariel Tolub, vous pouvez le contacter, en tout cas l'étude, directement au 09 748 07 46. Je rappelle donc le numéro de téléphone 09 748 07 46 ou directement, ils ont pignon sur rue, hein, dans la rue principale de la ville de Ranana, c'est Arouza, au numéro 96. C'est un peu comme Newman. Peu importe comment, dans quel sens vous regardez le numéro, c'est 96. Voilà, 9 et 6. C'est bien ça, non? Tout à fait, tout à fait. On vous l'avait déjà fait celle-là, le Newman? Non, c'est la première fois. Moi, je vais la ressentir. Voilà on est aussi sur Tel Aviv, encore une fois, sur Jérusalem, sur Natania, donc il n'y a pas de problème et on se déplace bien évidemment. Très bien. Et concernant alors Mashkinta, vous connaissez le numéro par cœur et l'adresse par cœur également, ma chère Laura. On va vous écouter avec grand plaisir pour les coordonnées, autant dans la ville de Ranana que dans la ville donc de Natania. Et puis prochainement, bon ça on vous l'annoncera en 2020, prochainement il y aura une prochaine ouverture pour aller encore toujours beaucoup plus près de vous, chers clients. C'est bien ça? Exact. Alors, Mashkinta, c'est très simple. Il y a la page Facebook, donc Mashkinta, spécialiste du crédit immobilier en Israël. Il y a le site internet mashkinta.com. Un numéro de téléphone pour ceux qui appellent donc de France. Vous avez possibilité de les contacter aussi directement depuis la France. C'est le 01 77 38 0020. 01 77 38 0020. Un numéro en Israël, donc c'est le 077 49 10 200. 077 49 10 200. L'adresse à Ranana, c'est au 88 Arouza et l'adresse à Natania, c'est sur le Kikar, au 14 rue Herzl. Parfait. Alors vous êtes vraiment voisins. Ouais. C'est vraiment à côté. Et là, hein. et là. Ah oui? Oui. Ah ben oui, avec Ethan, bien sûr. C'est impressionnant. Ben, très bien, merci beaucoup. Vous souhaitiez rajouter peut-être quelque chose en ce début d'année civile?
certains la fête, j'ai tout entendu moi dans les hôtels. Shana Tova, à la française, d'autres m'ont dit bonne année civile, Ça, c'est moi, ça. voilà, avec hésitation, on le dit pas, etc. J'ai reçu aussi, oh là là, incroyable, un lien d'une photo suite justement à la soirée, bon, que je n'ai pas assisté pour des raisons personnelles, étant dans l'année, bon bref. Mais voilà, comme quoi, il fallait surtout pas, que c'était pas du tout Yehudi de fêter cette date. Juste, j'ai envie de répondre à cela. Il y a eu des critiques vives. Je vous en prie, c'est des retraités, ils ont l'habitude de se dire bonne année, c'est important pour eux. C'est des gens qui sont sûrement peut-être même mieux que nous, qui ne ratent pas une tfila, qui vont aller à la tfila 3 fois par jour, avant l'heure et après l'heure, avec des Dvar Torah, etc. Ce sont, on va dire, allez, de l'âge de nos parents. C'est encore important pour eux. Ils ont fait l'Aliyah Baruch Hashem. Ils se donnent parce qu'ils ont du temps à l'étude, au retour justement et à la teshuva. Je crois qu'on n'a pas le droit de les juger, non? Je suis complètement d'accord avec vous. C'est vrai que nous, Israéliens, on ne ressent pas quelque chose de particulier en la nouvelle année. Pardon, mais ceux qui le vivent comme ça, c'est très bien aussi. Surtout que c'est toujours une occasion de faire la fête. On est là aussi pour ça. Voilà, mais j'ai envie de dire de manière un petit peu plus sérieuse que pour tout le monde, l'année économique commence. On commence déjà à essayer d'être performant sur 2020. Et de ce que je ressens, oui, il y a un intérêt d'investir en Israël, qu'il s'agisse d'immobilier, qu'il s'agisse d'autres domaines. Il y a encore énormément de choses à faire, énormément de choses à créer, et on est là pour ça. Je pense à quelque chose. Sur un chèque en Israël, on écrit l'année civile, mais on peut écrire que l'année hébraïque sans écrire l'année civile. Je viens d'avoir ce flash-là. On peut. Ouais, certain. Ah, c'est-à-dire on peut éviter d'écrire 2020, on peut écrire que l'année Il y a hébraïque. beaucoup de gens, enfin, religieux, qui n'écrivent pas l'année. Ah, civile. l'année civile. Bien sûr. D'accord, ok, non, je sais Certain, pas. ce que je veux dire. Je pose la question, c'était une évidence pour toi, Laura? Non, Pas spécialement. pas forcément. Par Toi, contre- tu signes quoi, l'année civile? Moi, je mets tout le temps. Ouais. Attention, si on parle de chèque, parce que je tiens à vous dire que je Oui, sais oui. passer. Quand vous écrivez un chèque, alors, si vous donniez un chèque en 2019, vous écriviez par exemple 19. 20 mars 19. Vous D'accord. savez que depuis 2020, c'est interdit d'écrire Ouais. 20 03 20. C'est mon anniversaire. Enfin, écrivez 20 03 2020. Sinon, le chèque, il peut revenir. Donc vous avez bien compris, pour Greg Mimouni, faites des chèques. Mais Voilà. bien, hein, voilà, à cette date-là, mais bien écrire 2020. Voilà, non, écrire la date complète. Les 4 C'est chiffres. Les 4 chiffres. Les 4 chiffres pour l'année. Voilà, c'est ce qui est important. C'est la nouvelle loi. On me l'a dit, mais je pensais que c'était une plaisanterie ou quelqu'un qui était un peu trop médouillac. Donc effectivement, il faut marquer les 4 chiffres de l'année. Donc 2020, c'est facile cette année, c'est 2 fois 20. Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci, Ce fut merci très à vous. intéressant. Il y a un commentaire, je crois, là, sur les réseaux sociaux. On va voir du côté de Laura avant de se quitter. Ah bah, un commentaire là de dernière minute de Lise qui nous dit on est là, on vous écoute toujours avec un grand intérêt et merci encore pour ce séjour à Eilat. Ah, elle était là? Plus que parfait. Elle était là. C'est qui? J'aimerais bien savoir. C'est maître Lise Aboulafia, non? Non, Lise Alimi. Ah ouais, bien vu. Eh bien, très bien. Ben, écoutez, ça fait plaisir. Ben, ça fait plaisir, vous voyez. Apparemment, je vous manque. Hein, mais là, vous n'avez pas le visu. Hein, vous avez mes invités. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est très spécial. Ça veut dire, on arrive, tu vois, ils descendent du bus, ils sont fatigués, ils veulent vite leur chambre. Tu vois, certains francophones comme ça, ils sont un peu plutôt, on va dire, aller à un certain âge, excités. Puis après, il y a le moment de la décontraction. Ils sont contents, ils se rendent compte, t'es omniprésent, t'es là, tu les chéris et tout ça. Et après, ben, après une semaine, c'est la larme aux yeux. C'est-à-dire, tu montes dans chacun des bus, tu leur dis au revoir, tu leur dis je vous aime, merci de nous avoir fait confiance. On a passé des moments incroyables ensemble, on a tout eu. On a eu un pauvre monsieur qui a glissé aussi dans sa baignoire, qui a eu un petit évanouissement. Ben, notre métier, c'est de lui commander l'ambulance, d'aller avec lui, de monter dans l'ambulance et d'aller jusqu'à l'hôpital avec lui et avec son épouse, parce que c'est des personnes où tu as l'impression leurs enfants, tu vois, déjà d'un certain âge, hein, les enfants peuvent avoir 50 ans et plus, te disent je compte sur toi, on t'envoie un petit WhatsApp et on te dit Charles, je t'en prie, c'est mes parents, tu fais attention à eux. Et puis en plus, ils n'ont même pas l'hébreu. Ils n'ont pas été à l'Ulpan, ils ne connaissent pas un mot d'hébreu. Ça veut dire que c'est vraiment, j'ai envie de dire, on les materne du début jusqu'à la fin et même des fois jusqu'aux urgences à l'hôpital. Mais ça fait des liens incroyables où je vous dis sincèrement, quand on se quitte, même moi, hein, je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer parce qu'il y a des gens mais, qui sont très touchants, qui vous disent, et il faut voir, c'est bon d'avoir le contact avec, comme ça, avec ce public. C'est ce que vous avez, vous aussi, dans vos métiers. Tu as des gens qui te disent, nous, on n'a pas de moyens, on a une petite retraite de France, et tous les mois, on met de côté, parce que voilà, j'apporte un petit bonheur à mon mari ou à ma femme qui rêve d'aller en voyage, et c'est toute une année d'économie pour aller passer 5 jours dans un hôtel. Et quand je vois ça, je me dis, oh là là, quelle mitzvah de leur proposer des fois des bons prix. Et
c'est pas pour la réclame hein, que je dis ça, mais ça me fait tellement plaisir de leur voir, de voir leur joie, de dire ben voilà, on arrive à profiter, on est en Eretz Israël, et ils sont contents d'avoir du kasher, de découvrir. L'humain avant tout. Ah mais l'humain avant tout, dans toute chose, et surtout en Israël, je crois que on peut pas ne pas être humain quand on est en Eretz Israël, en aucun cas, voilà. Et j'ai l'impression que on revient à soi-même, je veux dire à son vrai, comme dirait Roni Akrish, on redevient l'hébreu, le vrai hébreu. Oh, parlons de Voilà. la crèche. Ouais. C'est quand on donne dans l'humain qu'on a des vrais plaisirs. au final. Ah, d'accord. Bon, on en parlera ensemble parce qu'il est le responsable de mon alia, Roni Akrish. Et à chaque fois, je le dis avec beaucoup d'émotion parce que sans lui, j'aurais été encore sur des plateaux de télévision, de TF1 et je me demande quelle vie j'aurais eu Je en veux tout juste cas, dire mais quelque pas chose, une vie Roni de Akrish. juive. Je dis Oui. quelque chose qu'on doit quitter. Roni Akrish, j'ai vu, je pense, plus d'une centaine de cours de Roni Akrish. Ouais. Il dit qu'il ne comprend jamais pourquoi, quand un chef d'État vient, Mhm. on commence la visite du chef d'État par Yad Vashem. Je vous conseille ce jeu. Il dit on ne doit pas du tout prendre à Yad Vashem. On doit le prendre à Hebron. Parce qu'il dit on est des Hébreux, on ne vient pas de Yad Vashem, on vient depuis une tonne de temps avant. Ouais, ouais. Donc voilà. Mais d'un autre côté, c'est bien aussi de les sensibiliser, leur montrer que voilà, on revit, et je crois que c'est la phrase hein, de nos cendres. Quand on voit Mamma Chéret Israël, où elle se trouve aujourd'hui, Baruch Hashem, quelle fierté. Et je veux dire, on n'a aucune, nous, fierté personnelle, c'est du mérite, en tout cas, c'est vrai, de nos pères, mais j'ai l'impression que on est des acteurs. Je crois qu'il ne faut jamais oublier ces notions-là. N'oublie pas. On a ça dans nos mains, et voilà. Et ô combien, je sais qu'il y en a certains qui font leur yéridot et qui n'y arrivent pas. On essaye en tout cas toujours d'améliorer. C'est ce que vous faites, vous aussi, dans vos métiers, autant Mashkanta que maître Tolub. C'est de vous confiner, d'essayer de vous gâter, d'essayer de vous faire réaliser le fait de devenir un jour propriétaire, de rester, de vous établir ici en Eretz Israël. Réaliser un rêve. Et de réaliser un rêve, et réaliser un rêve à tout point de vue, d'habiter en Eretz Israël. Je crois que c'était peut-être le but de plein de générations, que d'autres générations avant ces générations-là n'ont pas réussi. Donc je crois qu'on a chacun cette responsabilité de leur apporter ce bonheur-là et cette information qu'ils ont besoin également par l'intermédiaire de Radio Futée. Oui, ma chère Laura, il y a du monde. Hein. Alors, encore des petits commentaires. Allez-y, Là, allez-y. Voilà, ça chauffe un petit peu. Ah, ça chauffe? Christiane. Ah bon? Christiane qui dit à Greg, mon Greg, t'es au top, comme d'habitude. C'est ma tante. Qui envoie plein de cœurs de toutes les couleurs. Et on a Raphaël qui demande à Charles quand aura lieu le prochain séjour. Il y en a plein. Il y en a une fois par mois maintenant pour vous faire plaisir, parce qu'apparemment il y a une grosse demande. Donc moi je vous donne rendez-vous toujours au Dan Panorama le 9 février. N'oubliez pas la date pour Blèche. Alors certains m'ont dit même lors de ce séjour, on dit pas Blèche tout court, on dit Boublèche. Ouais, c'est les Tunisiens qui disent comme ça. Ouais, ou- on dit Boublèche. Boublèche. Alors voilà, je dis comme les Tunisiens maintenant, Boublèche pour la somme modique de 800, ça fait plus français modique, hein, 899 shekels, vous en revenez pas, hein. C'est du dimanche, si je ne m'abuse, oui c'est ça, du dimanche 9 au mercredi 2, voilà, je parle du mois donc de février, Non, tu te trompes, pardonnez-moi. ouais. Non, Ça non. fait 3 Du semaines. 9. attendez, du 9, ouais je l'ai plus là en phase de, ah non, Au ça, je 12. parle de la croisière, je dis des bêtises, non. Non mais en tout cas je vous donne rendez-vous, voilà, il y a tellement de choses, il y a la croisière, il y Si a... c'est 3 semaines à 900 shekels, nous, non, je vais te dire. Parlez, je cherche mes notes. Allez-y. Je t'en prie, Laura. Et puis d'autres commentaires? Non, voilà, juste des pouces, des cœurs, et c'est vrai que c'est vrai que c'est un sujet très intéressant. Donc si vous cherchez justement les coordonnées de Maître Ariel Tolub et de Mashkenta, vous les avez donc en direct sur les commentaires du live. Donc vous pouvez trouver le live sur la page de Radio Futée et sur le profil de Charles Benguigui, mais également sur la page de Mashkenta. On peut redonner les coordonnées justement de Maître Tolub, mais également, voilà, parce qu'il y a une personne qui m'a dit on n'a pas eu le temps de prendre le stylo, si vous pouvez le rappeler, s'il vous plaît. Alors, je vous le donne tout de suite. Alors, comme je l'ai dit, c'est dans les commentaires de toute façon, mais je vous le redonne. Donc, pour contacter Maître Ariel Tolub, c'est le 09 74 80 749. 09 74 80 749. Et l'adresse, c'est à Ranana, au 96 à Rouza. Voilà. Alors concernant les prochains voyages, je vous avais promis en tout cas de vous donner réponse. C'est donc au Dan Panorama pour la somme modique de 990 shekels, pardonnez-moi. C'est donc du dimanche 9 au mercredi 12 février. On parle bien donc de 4 jours, 3 nuits en demi-pension. Et en plus, malgré le prix de 990 shekels par personne, en demi-pension, imaginez-vous, un cachère au Dan Panorama 4 étoiles, c'est moins 50% donc pour 2 enfants dans la chambre parentale de 2 à 12 ans. Ça, c'est pour ça. Imaginez-vous, les gens n'ont pas cru quand on leur a envoyé cette publicité.
On a fait un petit coup, on a dit attends, tu sais ce qu'on va faire? On va leur demander de s'inscrire gracieusement par message au WhatsApp au numéro donc de Voyage Futé. Une croisière incroyable mais vraie en 2020. Une croisière cachère au départ donc de Haïfa à 899 shekels. C'est même pas le prix des repas. Alors ça dure 3 jours, 2 nuits, c'est sympa. Vous partez quand même à Chypre. Vous allez vous arrêter à Larnaca. Vous allez visiter Larnaca. C'est pension complète, donc 3 repas par jour. À Boublèche, à 899 shekels, comme le disait ma chère Laura. Mais c'est rien. C'est-à-dire on arrive à réaliser des prix de folie. Les gens ne comprennent pas. Voilà, ils n'en reviennent pas. Et puis bon, mais pour le reste, bien évidemment, il y a des super séjours à l'Astral Maris à 880 pour ceux qui ont la carte donc plus là privilège. Et là par contre c'est aussi 4 jours 3 nuits. C'est fabuleux. N'hésitez pas en tout cas d'y venir. C'est le dimanche 26 au mercredi 29, etc. etc. Il y a plein d'annonces voilà, sur les séjours. On est tellement contents, en tout cas, voilà, c'est une occasion pour nous de vous retrouver. Y a-t-il d'autres commentaires, ma chère Laura, et on termine? Non, d'ailleurs, je vous invite à laisser des commentaires sur la page de Radio Futé pour nous raconter comment s'est passé vos vacances, votre séjour à Eilat. Voilà, avec grand plaisir. Et on dira à Lise de revenir pour la prochaine fois, voilà, de réserver et avec grand plaisir. Il y a plein d'anecdotes, en tout cas. Merci à vous de votre belle venue. Cet accueil très chaleureux. Cher Auriel Tolub, Ariel. merci à vous en tout cas de cette interview. Vous nous avez en tout cas éclairé sur pas mal de sujets. Je rappelle, 09 748 07 46. Je rappelle donc le numéro de l'étude de maître Tolub au 09 748 07 46. Merci également à notre cher Greg Mimouni voilà, de Mashkanta pour tes invités qui sont toujours, j'ai envie de te dire, et pas pour gêner l'invité, haut de gamme. Merci, merci à eux. Merci beaucoup. À très bientôt. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt à Mashkanta. Toda Rabba, merci Laura. Merci. On fait une petite pause et on retrouve d'autres invités de marque juste après ceci.